Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Podmas. On est sur l'épisode 11 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est bien, c'est un épisode par jour, mais je suis jamais sûre des numéros. Je ne suis pas mon propre podcast, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus léger, parce que ces derniers jours, j'avais fait des sujets un peu plus à cœur ouvert. C'est très cool, mais si on continue comme ça, si on n'alterne pas, ça s'appellera plus les Podmas, ça va s'appeler les Tristomas. C'est pas le but. Donc aujourd'hui, euh, on va parler de pourquoi mes romans se passent à l'étranger. Un autre titre aurait pu être pourquoi mes romans ne se passent pas en France. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est un peu, je sais pas si on peut appeler ça une déformation professionnelle, mais en tout cas, une habitude de lectrice. Je pense que c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte, sans vouloir vraiment réfléchir à nos habitudes de lecture et à voir les points communs entre nos livres. Je vais passer sur le côté écriture ensuite, bien sûr, mais du côté lecture, aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais lu de roman qui se passait en France. En tout cas, j'ai dû... Si, bon, je mens, je suis en train de mentir, c'est du putaclic, excusez-moi. J'en ai lu, mais d'une manière tellement infime que je dois m'en souvenir de un ou deux, quoi. En Europe, oui, mais en France, pas tellement. Et ça veut pas forcément dire que je lis ou que j'ai lu que des auteurs anglophones, que des auteurs outre-Atlantique ou outre-Manche. C'est pas le cas du tout. Depuis ces dernières années, je lis de plus en plus et énormément d'autrices françaises. C'est normal, je suis autrice française, donc il faut que je soutienne la chaîne du livre, hein, que ce soit indépendante ou traditionnelle. Aujourd'hui, mes habitudes de lecture sont très nette, on va dire. J'ai la chance d'être bilingue et ayant de l'expérience en traduction, j'ai beaucoup de mal avec les livres anglophones traduits en français parce que je vois les ficelles derrière et comme j'expliquais dans l'épisode Je n'arrive plus à lire de la romance, j'ai tendance à avoir presque euh, les mots, les paragraphes derrière, la phrase de base et comment elle a été traduite. J'ai eu ce problème avec Off Campus, par exemple. C'est vraiment là où je me suis rendu compte que j'avais un souci avec les trades. Il me semble que la trad commence à dater. Alors, c'est pas non plus les années 2005-2010, mais je crois que c'est 2016. Je sais pas si pour les nouvelles versions, les nouvelles éditions, ça a été retraduit, mais je trouve que ça se sent dans la trad que c'est voilà, cette fin des années 2010. Euh, Ce qui me dérange un peu sur pas mal de sagas, notamment la romance, mais ça c'est autre chose. Donc, quand je lis des auteurs anglophones, je lis en VO. Voilà. Donc je commande que ce soit sur internet ou chez mon libraire, même si c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des romans étrangers anglophones dans des petites structures. On le voit quand même beaucoup plus facilement dans les grandes librairies ou les chaînes, parce que ils n'ont pas accès au même stock et ils n'ont pas aussi les mêmes, j'allais dire étalages, mais ils n'ont pas la même place, quoi. Bref, là n'est pas la question. Euh, et si je lis en français, c'est pour lire des auteurs, autrices francophones, de romance ou non, et que ce soit anglophone ou francophone, édité traditionnellement ou indépendamment, peu importe, c'est juste par rapport au sujet qui m'intéresse. Et donc, en faisant le tour de ma bibliothèque, papier comme numérique, ça a été très compliqué de trouver des romans qui se passent en France. Là, actuellement, de tête, je pense à Le faire ou mourir de Claire-Lise Marguier et sinon quelques romans, par exemple, de Blandine Pémartin ou de Tamara Baliana. Mais c'est tout. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein. Il faut par exemple que je me remette aux romances de Noël, on en parlait un petit peu dans l'épisode Je n'ai jamais vu de film de Noël. Et je crois qu'il y en a certains enfin en tout cas parmi les plus connus
dans la romance new adulte qui se passe en France. Mais voilà, c'est vraiment un exercice, un effort presque, de trouver des livres qui se passent dans notre pays, enfin dans mon pays en tout cas, parce que peut-être que vous venez pas du tout de France, je le vois par rapport aux statistiques, plus de 70% des auditeurs auditrices de Toss a Coin to Your Writer viennent de France, mais il y a quand même presque 30% qui n'est pas de métropole. Donc dites-moi de quel pays vous venez, je suis super curieuse. Voilà. Et donc toujours pour continuer sur le côté lecture, je me suis rendu compte que voilà, il y a cet aspect évasion en fait qui revenait. Parce que mes habitudes de lectrice se sont construites assez tôt. Quand j'ai commencé la lecture, il y a deux sagas qui m'ont formée. Le premier livre que je me rappelle avoir lu, j'ai dû en lire pour l'école avant, mais ça ne m'a pas marqué, c'est Le journal d'une princesse de Meg Cabot. Je l'avais emprunté au CDI, le premier tome, que j'avais adoré. Et donc ça se passe aux États-Unis, puis il y a une partie dans un pays européen fictif. Donc je vous conseille d'ailleurs, même si c'est une romance et une saga jeunesse. Il y a des films, l'adaptation est un petit peu différente. C'est juste génial, donc voilà. Et la deuxième saga, c'est Pierre Bottero, donc La Quai des Willan et Le Pacte des Marchands et Lana. Ça, mon Dieu, que dire de plus sur cette saga? Je pense qu'il faudrait un épisode de podcast complètement dédié à cela. Et effectivement, il y a une petite partie qui se passe en France, hein, puisque voilà, Camille, l'héroïne, et Willan est française, mais elle est très vite transportée dans un autre monde. Et c'est ça, cette espèce de fil rouge que j'ai vu dans mes habitudes et dans les premiers romans que j'ai pu lire, qui m'ont construit, c'est que soit ça se passait à l'étranger, soit on basculait totalement dans un autre monde avec du fantastique ou de la fantaisie. Donc la France, voilà, les petits villages de Provence dans lesquels j'ai grandi, ou villes d'ailleurs, on va arrêter d'être marseillaise, euh, voilà, c'était pas vraiment l'environnement euh, qui m'aidait au quotidien. Mais justement, je pense que c'est ce qui me plaisait, c'était le fait de pouvoir s'évader, le fait de pouvoir voyager avec des pages. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la lecture. Tu peux te mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas du tout ton métier, pas du tout ton origine, pas du tout ton environnement de vie, ta classe sociale, etc., etc. Et c'est vrai qu'en grandissant, j'ai jamais pu voyager. Honnêtement, on n'avait pas les moyens. J'avais fait quelques voyages scolaires. En troisième, c'était genre l'Angleterre. Je sais qu'en première, avec la classe de latin, les latinistes, on était partis en Italie. Et c'était trop trop cool. Mais forcément, c'est pas la même chose que quand tu peux partir tout seul. Petite anecdote, j'ai toujours été très fan de l'environnement et de l'univers Disney. La première fois que j'ai pu aller à Disneyland Paris, j'avais 16 ans, non, 16 ans ou 17 ans, je pense. Ouais. Parce que j'avais gagné un concours, la deuxième ou troisième place d'un concours de fans pour, ça devait être quoi, les 20 ans, 25 ans, je ne sais plus, du parc. Et j'avais fait un dessin et j'avais gagné. J'étais sur le podium, du coup, ils nous avaient offert des places à ma famille et moi, donc j'avais pu y aller 2 jours. C'était la première fois et concrètement, j'étais redevenue une gamine. Et donc, ouais, n'ayant pas eu accès à ces voyages et le fait de m'épanouir d'une autre façon, la lecture m'a apporté énormément de réconfort et de connaissances aussi sur certains sujets, sur certains pays, sur certaines villes que je n'avais jamais pu voir et que pour beaucoup je n'ai toujours pas vu. Alors je me suis bien rattrapée ensuite, donc déjà un petit peu parlé, mais il faut pas croire que c'est un phénomène isolé ou un phénomène qui est réservé à la France. J'ai eu la chance de pouvoir habiter, la chance et la malchance, ça dépendait des jours, d'habiter aux États-Unis 2 fois en fait, à 2 intervalles différents. Premièrement en Floride et la deuxième fois beaucoup plus longtemps au Minnesota. 2 salles, 2 ambiances, c'était pas du tout les mêmes températures, pas du tout les mêmes extrêmes de météo, mais je voyais très bien dans les rayons qu'il y avait le phénomène inverse. Donc bien évidemment qu'il y avait de la fantaisie, bien évidemment qu'il y avait beaucoup de livres, romances ou non, qui se déroulaient aux États-Unis,
parce que c'est quand même un pays auto-centré, hein. On l'est tous un peu, de toute façon. Il n'y a qu'à voir la gueule des maps-mondes des cartes d'un pays à un autre. Voilà. C'est pas du tout le même continent qui est centré d'un continent à un autre. Mais par contre, il y avait beaucoup plus de romans ou romances qui se passaient en France, mais qui n'étaient donc pas écrits par des Français ou des Françaises, mais par des Américaines, ou des Américains, des Canadiens, peu importe. Euh, et je pense que vous pouvez voir ça assez facilement aussi si un jour vous zappez sur les téléfilms de Noël ou non, mais juste les téléfilms qui passent l'après-midi, que ce soit sur TF1 ou M6. Oui, c'est un peu les Hallmark Movies, comme on dit, qui est une chaîne aux États-Unis qui est un peu guimauve, etc. Donc il y a énormément de romances qui se passent encore une fois aux États-Unis, mais énormément et plus encore qui se passe en Europe, notamment quand c'est des trucs avec des princes, des royaumes fictifs, etc. Énormément en Europe et encore plus en France, parce que la France, ça fait rêver le monde entier. Quand on y vit, on n'est pas toujours d'accord. Mais en tout cas, Paris et la Côte d'Azur, c'est leur dada, c'est leur rêve ultime. Ils en parlent tout le temps. Et c'est assez marrant, évidemment, quand toi, tu vis en France, que tu as pu voir ces deux milieux, que tu connais très bien certains potentiels décors, et que tu te rends compte que les films, c'est fait en papier mâché, quoi. C'est du carton, ils sont pas du tout allés en France. C'est des trucs qui sont tournés en studio, ou alors ils sont peut-être allés sur une ville qui fait un peu plus ancienne, donc par exemple sur la côte Est, ou alors peut-être ils vont souvent au Québec, par exemple, tourner ce genre de choses, on s'en rend compte. Et c'est un peu la même chose dans les livres. Évidemment, on peut toujours se renseigner, on peut toujours demander de l'aide. Comme on dit, Google est notre ami. Aujourd'hui, il y a les IA aussi qui servent de deuxième dictionnaire, d'encyclopédie, de moteur de recherche, que ce soit ChatGPT ou d'autres. Donc, il est parfaitement possible d'écrire des romans sur des lieux dans lesquels on n'a jamais été. Bon, après, il y a tout le côté tradition, si on parle de problèmes de société qui sont liés à un pays, ça c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est un phénomène international dont on se rend pas forcément compte quand nous, on est concentré sur son propre marché. Et il y a deux parts en moi. Une part qui trouve que c'est normal et c'est bien et que je vais courir après ce phénomène, je vais revenir dessus, et une part de moi qui pense que c'est un petit peu dommage. Désolée, je suis en train de penser que ma fenêtre est grande ouverte et je sais pas si les voisins d'en face peuvent voir que j'ai un micro de podcast. Parce que sinon, ils doivent penser que ça fait 15 minutes que je parle toute seule ou que je parle à mon ordinateur parce que je tiens pas de téléphone ni rien. Donc, bon, je suis en train de me faire une réputation, c'est pas grave. Donc, il y a une part de moi qui pense que c'est un petit peu dommage. Et j'aimerais mettre ma pierre à l'édifice et aller contre-courant presque. Me dire, bon, bah, je vais écrire plus sur la France. Mais pour l'instant, j'ai peut-être une idée qui traîne, mais elle n'est pas assez développée dans mon cerveau pour vraiment me lancer dedans. Concrètement, c'est pas du tout dans mes plans. Toutes les idées que j'ai, alors il y a eu, on va retracer un petit peu mes derniers romans. La saga Angel Heart, il y a un bout en France, mais 99% se passe en Angleterre, dans le Kent. Donc c'est, je vais dire un état, mais une région qui est au sud de Londres, donc vers Douvres, etc. D'ailleurs, j'y ai habité quelques années après avoir écrit cette saga, parce que quand j'étais gamine, j'étais obsédée par l'Angleterre. Et oui, il y avait l'American Dream, mais pour moi, c'était vraiment l'Angleterre. Ça me parlait trop, je voulais habiter à Londres. Puis après, il y a eu les One Direction, etc. Donc voilà, l'Angleterre. Ensuite, on a eu la dystopie Seven. Ça, c'était un peu aux quatre coins du monde. Et puis bon, c'est de la science-fiction, donc il y avait plein de choses qui avaient changé. Je peux pas trop vraiment baser ça sur un lieu existant. Ensuite, il y a eu à Michigan, qui se passait donc au Michigan, aux États-Unis. Et je n'avais jamais habité aux États-Unis. Donc aujourd'hui que j'ai repris les droits, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais changer parce que je n'y avais jamais mis les pieds. Donc que ce soit par rapport à l'état d'esprit des gens ou certaines lois, certaines spécificités de cet état. Ensuite, bon, il y a eu une grande pause. J'avais eu un projet Wattpad qui se passait en France, que je n'ai jamais terminé. Peut-être un jour je reviendrai dessus. Il y a eu donc Secret Love Song, qui se passe un petit bout en France, pas mal en Angleterre, mais surtout aux quatre coins du monde parce que ça suit une tournée.
Donc il y a des anecdotes qui viennent effectivement de mes propres voyages, mais d'autres j'y ai jamais mis les pieds, comme par exemple Séoul, Tokyo, l'Afrique du Sud. Voilà, donc je suis restée un petit peu dans l'aspect un peu plus carte postale, peut-être qu'un jour je pourrais étendre tout ça. Ensuite, on a eu PS I Still Hate You, qui se passe en Californie. J'avais déjà habité aux États-Unis à ce moment-là, mais quand je l'ai commencé, je n'étais jamais allée en Californie. Et je l'ai terminé en revenant d'un road trip en Californie, dont Pasadena, parce que on va pas se mentir, quand c'est les États-Unis, c'est souvent New York, Los Angeles, et allez, soyons un petit peu original, Seattle ou peut-être, je sais pas, Nashville. Voilà. Peut-être un peu plus la Floride dernièrement, parce qu'il y a eu des séries télé aussi qui sont sorties sur ça, mais voilà, c'est les grands piliers. Et donc je m'étais dit, non, je veux la Californie, je veux une ville qui soit proche de Los Angeles, mais qui ne soit pas Los Angeles, et qui ait une vibe un petit peu différente. Et j'avais choisi Pasadena. Et donc pendant mon road trip, j'ai pu y aller, et j'ai pu, en revenant, intégrer des scènes, ça m'a donné de nouvelles idées, comme par exemple les jardins Arlington, les Arlington Gardens de Pasadena. Il y a une scène clé de fin du roman qui se passe là-bas, parce que j'ai pu en faire l'expérience, quoi. J'ai pu aller voir, il y a des arbres à vœux, par exemple. Donc j'ai pu intégrer ça dans le roman, c'était trop trop cool. Et le roman que j'écris actuellement, La théorie des baguettes, se passe à Londres, avec donc un héros londonien et une héroïne irlandaise. J'ai eu la chance d'aller en Irlande il y a 6-7 ans. C'était un peu express, donc j'ai vu Dublin, excusez-moi. Oh là là, je me déteste moi-même quand je fais ça. Ouah, vous savez, ça me fait l'effet d'ongles sur un tableau là, ou d'une craie qui... Ah, excusez-moi, quelle horreur. Donc, j'ai déjà pu aller en Irlande il y a quelques années à Dublin. J'avais fait Galway aussi, mais c'était très express. C'était en 2017. Et j'y retourne cette année. Donc, enfin cette année, non, pas 2023, mais début 2024. Donc j'ai trop trop hâte de pouvoir ramener pareil des petites choses. Ça va pas, donc des souvenirs, ça va pas m'aider pour la théorie des baguettes, pas ce manuscrit-là, mais peut-être un spin-off. Et en tout cas, pour de futurs romans. Et Londres, c'est une ville que je connais très bien parce que comme j'habitais dans le Kent, j'habitais à Canterbury ou Canterbury, avec l'accent français. J'étais à 1 heure de Londres en train ou en bus, donc j'y allais très souvent, pratiquement tous les week-ends. J'avais ma carte jeune à l'époque, que ça existe aussi en Angleterre, donc j'avais des réductions. Je pouvais aller à Londres pour donc 10 livres sterling max par jour, parfois quand je me débrouillais bien, c'était trop trop cool. Et c'est une ville dans laquelle je me reconnais par exemple beaucoup plus que Paris. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu à la maison, même si c'est toujours énorme et assez chaotique. Il fallait qu'un de mes romans se passe à Londres, et je pense que pour l'instant, je vais pas me jeter des fleurs parce que si bien je vais avoir le retour de bâton, on va me dire pas du tout Maëva, mais pour l'instant, je trouve que j'ai fait un bon boulot, un bon job en retranscrivant l'esprit de Londres et certains lieux, parce que il y a des lieux dans lesquels je suis allée tout simplement. Donc le but c'est pas juste de vous citer Big Ben et compagnie quoi. Ce qui m'amène à mon autre point. Mon but en tant que romancière, c'est de pouvoir offrir à mon moi du passé et donc à des lecteurs et lectrices du présent, de pouvoir voyager sans bouger de leur canapé. J'en ai déjà parlé, donc j'ai pas toujours eu l'occasion de voyager. Je me suis bien rattrapée ensuite parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'avais mis de côté au niveau des boulots étudiants, etc. J'ai pu faire un échange Erasmus, par exemple, donc un échange à l'étranger pour finir ma licence. Après, j'ai fait une année sabbatique. J'ai trouvé un boulot en Angleterre. Après, je suis revenue. Pour mon master, j'ai pu repartir à l'étranger. Bref, j'ai eu pas mal de possibilités, d'opportunités à l'étranger. Et ça m'a beaucoup construit. Et ça me sert encore aujourd'hui pour mon travail, même si pour l'instant, je suis revenue en France. Et comme je disais, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. Et il y a une vraie culture du voyage. Certains en parlent comme une passion, comme un hobby, ce que je comprends. Après, il y a tout le côté écologique et il y a le côté financier. Faut pas oublier que, bon, Covid ou non, inflation ou non, ça a toujours été assez coûteux. Oui, aujourd'hui, tu peux avoir des allers-retours à New York qui te coûtent presque aussi cher qu'un train pour aller en Bretagne. Et vraiment, histoire véridique. Mais voilà, tout le monde ne peut pas le faire pour plein de raisons. Par exemple, je vais parler de ma maman. Aujourd'hui, elle pourrait peut-être voyager et elle veut voyager avec moi. Mais je sais qu'elle a peur, par exemple, de prendre l'avion. Elle a pris qu'une fois de sa vie pour me voir en Angleterre, par exemple. Donc,
voyager ensemble en Europe, c'est déjà énorme. Et ça peut être le cas pour plein de gens. Voilà, l'Espagne, c'est le bout du monde et c'est bien. Il n'y a pas du tout de jugement de ce côté-là. Donc, on voit souvent les réseaux sociaux, voilà, Bali, Amérique du Sud, effectivement, l'Indonésie, l'Asie, l'Australie, l'Amérique en continent complet, c'est des pays, des continents que j'aimerais explorer. En fait, je pourrais vous citer tous les continents du monde et tous les pays du monde, hein. Parce que là, je fais un grand schéma, mais voilà. Mais à l'instant T, c'est pas possible. Bien sûr que je ne connais pas encore plein de pays, mais je peux écrire sur ceux que j'ai traversés, et encore mieux, sur ceux dans lesquels j'ai habité. Parce que, oui, même en Europe, même si t'es super proche, par exemple l'Angleterre, ou même d'un point de vue pays occidentaux, j'ai pas beaucoup d'expérience dans d'autres types de pays, on a une culture très différente. Si vous pensez qu'on a la même culture que les Américains, c'est faux. On est bien plus différents qu'on ne le pense. Et c'est cool de pouvoir transmettre ça dans les livres. Sans faire un cours d'histoire, sans faire un cours de géographie, mais encore une fois, des formations professionnelles. Quand je disais que je n'arrive plus à lire de romances, ce qui me fait tiquer aussi parfois, c'est quand on a des romances, donc d'auteurs francophones, français ou non, qui écrivent sur des pays style États-Unis, et on sent direct si la plume derrière, auteur-autrice, il y a déjà mis les pieds ou pas. Encore une fois, 99% des gens, enfin peut-être pas 99, mais une partie des lecteurs, lectrices, ne sont peut-être pas allés aux États-Unis. Donc c'est pas important si tu parles que, je sais pas, je vais partir dans une farandole d'explications qui n'a pas lieu d'être, mais on va prendre un exemple un peu bête, je sais pas, l'héroïne, je sais pas, qui mange des petits princes ou des petits lus tous les matins. Ça n'existe pas, on est d'accord. À part si c'est une personne qui justement vient d'une famille française, qui est dans un lycée français, qui fait partie d'une association, d'une alliance française. Ça c'est gros. Mais il y a des petits détails, que ça peut être sur des campus, ça va être sur la route, etc. Ou quand tu as eu la chance de pouvoir voyager ou d'habiter dans certains états, tu vas t'en rendre compte tout de suite. Et est-ce que c'est la mort? Non, absolument pas. Mais ça n'empêche pas que des fois on aimerait corriger, on dit ah non. Et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre ça. Parce que j'ai pas toujours pu voyager, et peut-être que je pourrais plus voyager, on sait pas de quoi la vie est faite. Peut-être que ça y est, j'ai fait un petit tour et maintenant je suis bloquée, j'en sais rien. Et si je peux transmettre certaines idées, certains messages et un petit peu d'authenticité avec des romances ou autres, mais j'ai tout gagné en fait. Si je peux transporter quelqu'un et que la personne qui en plus est allée dans ces lieux, à ces endroits-là, me dit mais j'avais l'impression d'y retourner ou j'ai continué mon voyage, on m'a déjà dit c'est trop drôle, je lisais ton roman Secret Love Song, je suis au chapitre du Louvre et c'est exactement ce que j'ai fait avec ma fille, avec ma famille au Louvre hier. Ou trop drôle, je reviens de New York, je reviens des États-Unis, je reviens de Californie, je suis passée par Los Angeles, Pasadena, etc. Et je lis P.S. I Still Hate You dans l'avion, j'ai l'impression de continuer mon voyage. Mais c'est le plus beau des cadeaux, ça, en fait. C'est génial. Donc je vais m'arrêter là, parce que ça fait 25 minutes tous les jours, je vous dis, et tous les jours je me dis, non, mais ça va durer 5 ou 10 minutes, et en fait je suis trop bavarde. Je crois qu'on s'en rend pas bien compte dans les interviews, mais je suis beaucoup trop bavarde. Je crois qu'il va y avoir autant de minutes d'écoute de podcast en un mois de Podmas qu'en un an d'interview. Passons. Et je vais finir avec un dernier point qui est donc que j'aime beaucoup transmettre ça à d'autres auteurs et autrices et j'adore échanger sur le sujet et c'est pas du tout pour me la péter, c'est pas, enfin voilà, pour moi ça vient vraiment d'une bonne intention. Faut savoir, je vais jamais lire un livre d'une collègue et dire ça c'est faux. Enfin, si tu me demandes pas mon avis, si tu me demandes pas une bêta lecture, si tu me demandes pas de l'aide en me disant hé, voilà, j'ai écrit ça et ça serait super cool si tu pouvais me dire ce que t'en penses parce que je suis pas sûre par rapport à comment ça se passe sur un campus américain, t'as habité sur un campus, tu peux m'aider, etc. Ok, mais génial, trop hâte, j'arrive, je cours même. Et encore une fois, c'est super intéressant de voir les différences entre ma perception et celle qu'on peut avoir par rapport à la pop culture, donc les films, les séries qu'on a mangé toute notre adolescence et qui nous ont construit aussi, et qui ont construit une vision qu'on a. Je parle beaucoup des États-Unis, hein, mais ça pourrait être un autre pays. Et d'ailleurs, j'ai enregistré un épisode
avec Marie de Parole de Plume sur ce sujet parce que j'ai pu bêta lire son roman qui sort bientôt aux éditions Hachette. Et on a enregistré un premier numéro pour répondre à quelques questions et par exemple les erreurs que j'avais pu voir dans son roman. On voudrait enregistrer un deuxième numéro, donc d'ailleurs si vous avez des questions, là c'est les États-Unis mais ça peut être un autre pays, n'hésitez pas, ce serait super intéressant je pense. Et je pense toujours, j'aimerais dans le futur, dites-moi si vous êtes intéressés, pourquoi pas offrir des possibilités de bêta lecture à plus de monde, parce que là c'est les copains, copines, collègues, mais peut-être que d'autres personnes que je ne côtoie pas actuellement seraient intéressées par de la bêta lecture pour pouvoir les aider sur ces points-là. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Je vais vous mettre l'épisode en description, ça peut servir. Je vais m'arrêter là parce qu'on est à quasi 30 minutes. Je vous fais de gros bisous. Oui, je suis comme ça aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Et on se voit demain pour un nouvel épisode. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!